Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et amis auditeurs, recevez nos salutations les plus chaleureuses et puis sachez que nous sommes très heureux que vous soyez fidèles à cette émission, ça va chauffer, et au programme de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous avons marqué quelques jours de répit, le temps de voir comment démarre cette année 2021 et on voit que ce démarrage n'est pas très différent de la fin de 2020 parce que le coronavirus continue d'être présent et on nous parle même maintenant de variants et ce n'est plus très évident d'espérer démarrer cette année 2021 dans les meilleures dispositions. N'empêche que nous sommes obligés de prendre toujours des précautions, de respecter ce que l'on appelle les mesures barrières, de faire en sorte que entre un interlocuteur et nous, il y ait au moins 1 mètre, de faire en sorte que chacun porte le masque et de respecter plein d'autres situations. Eh bien, c'est comme ça désormais que l'on vit jusqu'à ce que l'on trouve les traitements idéaux pour venir à bout de ce coronavirus. Mais en attendant, un peu partout dans les pays occidentaux, l'on parle de vaccination. En Afrique, on met un gros point d'interrogation sur la vaccination. Nous aurons le temps de discuter de chacun de ces sujets, mais une chose est sûre, il y a une maladie qui sévit chaque année au même moment. Certains l'ont appelé la janviose. Qu'est-ce que c'est? Suivez ce sujet et puis on se retrouve tout à l'heure. Chaque début d'année, une sévère épidémie sévit dans le foyer. Cette maladie rare, qui a la particularité de n'apparaître que durant le mois de janvier, s'appelle la janviose. Les causes de la janviose sont souvent liées aux dépenses exorbitantes effectuées le mois précédent pour les fêtes de fin d'année. C'est une maladie qui se manifeste par de violents maux de poche, une sévère anémie de la carte bancaire. La janviose impose le régime drastique du même menu tous les jours, voire la suppression d'1 ou de 2 repas par jour quand il ne s'agit tout simplement pas d'un jeûne forcé. La janviose contraint le malade à la marche à pied et réduit les sorties. C'est une maladie qui pousse le patient à l'endettement et à la recherche de crédit à longueur de journée. Mais hélas, comme il s'agit d'une pandémie qui touche plus de la moitié de la population, il tombe très souvent sur d'autres personnes atteintes de la même pathologie et donc dans la même quête de dette. Le patient atteint de janviose est très irritable et présente dès les premiers jours des signes de nervosité. L'un des symptômes les plus inquiétants de la janviose, c'est que le patient manifeste une impatience maladive. Il perd la notion du temps car, à force de compter et de recompter les jours, il pense que le mois de janvier fait à lui seul 365 jours. La janviose est une maladie sévère qui affecte même l'état psychologique. Il est courant de croiser durant le mois de janvier des malades atteints de janviose en train de parler tout seuls dans la rue. Il n'existe à ce jour pas de vaccin connu contre la janviose. Mais selon les spécialistes, pour prévenir cette maladie, l'attitude à adopter, c'est d'être prévenant en décembre en limitant les dépenses. Et lorsqu'on est déjà atteint par la maladie, il suffit simplement d'être impatient, assez patient, car la maladie disparaît toute seule à la fin du mois, dès qu'on reçoit son salaire. Voilà, je sais que nous sommes nombreux à être atteints de cette maladie au mois de janvier. Chaque année, c'est la même chose. J'espère que nous pourrons tenir, continuer de serrer la ceinture d'1 cran, de 2 crans, de 3 crans, jusqu'à ce que ce mois de janvier s'achève. Mais des fois, le mois de février est tout aussi rude que celui de janvier. Bon, on espère que ça va aller. C'est ça, la vie, en fait. Et puis après, quand les réalités de la vie nous rattrapent,
on a tout dépensé. Bon, tenez bon, on peut tenir bon, et vous savez que cette émission vous permettra également de tenir bon, de faire en sorte que de maintenant à la fin du mois de janvier, eh bien, les choses aillent très vite et que cette janviose disparaisse et qu'il ne reste plus qu'un seul combat à mener, celui contre le coronavirus. Nous espérons qu'en 2021, c'est-à-dire nous, l'humanité, nous pourrons arriver à bout de ce virus qui a chamboulé complètement toutes nos habitudes, qui a bouleversé les économies et qui a fait beaucoup de tort à de nombreuses familles avec des décès. Trêve de commentaires, vous connaissez le principe de cette émission, c'est un multiplex qui nous permet de faire le tour dans un certain nombre de capitales africaines et même d'aller en Italie, à Milan, où se trouve une Georgette. Les Georgettes, ce sont les chroniqueuses de cette émission, nom donné par la rédaction de Label Radio et Télévision. Et donc, si vous le voulez bien, on va prendre la direction de Milan, en Italie, pour retrouver Adrienne. Bonjour Adrienne. Oui, bonjour Georges. Bonjour les Georgettes. Comment allez-vous? Bonjour Adrienne. Je vais bien, et vous? Ben ça va, malgré la janviose. Vous la subissez également, non? Oui? Ben nous, c'est encore plus grave, hein, avec le coronavirus. Janviose plus coronavirus, ça donne quoi? C'est la totale. Ok, alors Voilà. 2021 a démarré un peu comme 2020 s'est achevé. Toujours avec le coronavirus, avec l'espoir de se faire vacciner et d'avoir un traitement. Alors, l'Italie serait le premier pays en matière de vaccination en Europe. C'est vrai? Non, les vaccinations ont commencé d'abord en Angleterre. Par l'Angleterre, oui, mais il y a beaucoup plus de personnes qui ont été vaccinées en Italie, selon ce qu'on a lu ici et là. Oui, il y a eu un certain nombre qui sont déjà vaccinés, mais actuellement, il y a un retard par rapport au laboratoire Pfizer, et donc les doses ne sont pas, disons que les convois n'arrivent pas, puis il y a un blocage actuellement, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, c'est en train de ralentir un peu. Alors, ça crée quoi au sein de la communauté italienne, la population italienne? Y a-t-il des personnes qui sont pressées de se faire vacciner? Non, pas vraiment. Comme il y a déjà l'ordre qui est établi, c'est-à-dire les personnes âgées, le personnel médical et tout. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment des gens. Donc, il y a des priorités qui sont établies. Ça commence par qui? Ça commence par les personnes âgées. Les personnes âgées. Le corps médical. Et puis tout ce qui concerne aussi, disons, la police, les carabiniers, voilà, tout ce secteur-là, ils sont prioritaires. Alors, question personnelle, êtes-vous prête à vous faire vacciner? Parce qu'il y a tellement de commentaires sur les vaccins. Bon, il y a beaucoup de commentaires, mais vous savez, il faut voir un peu les données. C'est-à-dire que moi, je me dis, je suis à l'étranger actuellement, et si je ne me fais pas vacciner, je ne peux même pas envisager un voyage vers la Côte d'Ivoire. Et puis bon, après, je crois que les contrôles quand même seront bien établis aux différentes frontières européennes, parce que bon, si tu n'es pas vacciné et qu'on ne sait pas que tu es un porteur sain, entre guillemets, pour aller peut-être aller dans un autre territoire européen pour encore diffuser le virus. Je crois que bon, dans bien des cas, il faut accepter. La belle chose ici, je sais qu'il y a une vieille dame qui a été touchée du vaccin en mai dernier. Elle a 108 ans et elle a été l'une des premières personnes les plus âgées au monde à être vaccinée. Donc, quelque part, il faut accepter. Il faut accepter. OK. Ouais. Mais il y a une série de questions auxquelles, en général, l'on répond non et qui font qu'il y a un gros point d'interrogation sur le vaccin. Est-ce que, quand vous êtes vacciné, vous êtes sûr de ne pas attraper le coronavirus? C'est marqué non. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas contaminer les autres? On dit non. Est-ce que vous êtes sûr? Et chaque fois, c'est non. Alors, finalement, on se pose des questions. Question de savoir pourquoi faut-il se faire vacciner? C'est une grande question. C'est une grande question. Il faut se faire vacciner. On espère pouvoir s'en sortir. Moi, je crois que c'est plus de l'espérance actuellement qu'on essaie de nous donner. Parce que avec la variante anglaise, on ne sait pas très bien. Depuis hier,
les pays, enfin, par exemple, ici en Italie, on en parle un peu plus, puisque on est en train de faire d'autres contrôles pour être sûr que la variante anglaise ne va pas encore se répandre pour déjà accentuer la situation qui n'est même pas favorable, quoi. Puisque depuis hier, nous sommes à 85 000 décès depuis le début de la pandémie. 85 000 décès. Oui, hier, pour la journée d'hier, on a eu 472 décès. Donc, bon, il faut faire tout ça, il faut faire attention. Moi, je dis que pour l'instant, bon, on essaie de s'accrocher. Moi, je crois que personne n'a la solution. Je ne suis même pas sûre même que le vaccin il soit encore à 100% parce qu'il faut plusieurs doses. Hein. Autre question, Adrienne. Oui. On parle beaucoup de variants. On dit que le coronavirus a des variants oui. qui sont plus virulents, qui sont plus contagieux que le tout premier. On en parle beaucoup en Italie également? On en parle beaucoup en Italie, puisque bon, il y a le premier patient qui est rentré avec la variante anglaise. Bon, enfin, effectivement, il était en Angleterre, donc bon, déjà il y a eu l'alarme et tout. Donc bon, on essaie de faire attention. C'est pas évident. Bien. Alors nous continuons de rester inquiets, mais en même temps de croire que les scientifiques vont dénouer cette situation et surtout nous rassurer parce que entre scientifiques, il y a beaucoup de mal à s'entendre. On voit que certains disent un certain nombre de choses et puis d'autres disent complètement le contraire à tel point oui. que de nombreuses personnes sur la planète ne croient pas trop, ce qui n'est pas normal, et de nombreuses personnes croient quand même que ce virus a été fabriqué et qu'il y a quelqu'un derrière qui manipule les choses. Bon, on va... Ici aussi, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Une volonté de maîtriser, de mettre à plat les volontés des êtres humains. En tout cas, on en parle de plus en plus. Je vous retrouve tout à l'heure, hein, Adrienne. Permettez-moi de revenir sur notre plateau central en compagnie de Axel. Bonjour Axel. Bonjour Georges. Comment ça va? Ça va très bien. On peut dire que Axel. Oui, on peut dire que 2021 a commencé bien. Oui, quand même. Quand même. Oui. Pourquoi quand même? Oui ou non? Oui, ça a bien commencé. Ça a bien commencé. Ça a bien commencé. Oui, déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour des vaccins, mais au moins il y a déjà un vaccin contre le coronavirus. Donc on espère que cette année, on va finir avec cette histoire. Alors, il y a une série de vaccins. Bon, chacun pense qu'il a le meilleur vaccin. Vous pensez qu'on doit vacciner les populations africaines qui sont les moins touchées sur le continent, sur la planète, j'allais dire? Oui, pourquoi pas, puisqu'il y a déjà une nouvelle vague de coronavirus qui se répand. Il paraît qu'elle est beaucoup plus meurtrière que l'ancienne. Donc, pourquoi pas vacciner tout le monde? Et les Seychelles ont commencé, donc voilà. Alors, on nous dit qu'à Libreville, peut-être qu'on va durcir les mesures. Oui, pareil, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un nouveau couvre-feu ou d'un couvre-feu beaucoup plus strict. Serré, ouais. Voilà, et d'autres qui parlent d'un confinement total une fois de plus. Donc on attend ce que les autorités vont décider. On attend les décisions des autorités. Voilà, exactement. Mais il paraît que ça monte. Ça ne monte pas aussi fort qu'en Europe, mais ça monte quand même la contagion. Oui, parce qu'il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières. C'est ce que les autorités ont dit. Merci bien. Permettez-moi d'aller à Dakar retrouver Nogaï. Bonjour Nogaï. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Chez moi, ça va. Comment a démarré l'année 2021? On a fait ensemble les premiers jours et puis après on s'est lâché. On se retrouve là aujourd'hui. On sait qu'à Dakar, le coronavirus a pris l'ascension et puis les mesures sont venues, les mesures dures sont venues, sont tombées et ça a créé le mécontentement de la population. Comment est-ce que l'on peut expliquer cette situation? À Dakar, nous vivons une situation très difficile. Je ne vous entends pas bien, hein, Nogaï? À Dakar, nous vivons une situation très difficile, c'est bon? Vous m'entendez? Je ne vous entends pas très bien. Peut-être qu'on va demander à notre régie de remonter le volume, comme on dit, tourner dans ce sens-là, ouais, pour qu'on entende bien Nogaï à partir de Dakar, au Sénégal. Je disais voilà. qu'à Dakar... c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Je disais que Dakar, ces temps-ci, nous connaissons... Ah, là, on vous perd. C'est vraiment très difficile. Encore une fois? Allez-y.
Nous connaissons un début d'année très difficile, je disais, à Dakar, à cause de l'ascension du coronavirus. Oui. Tout le monde sait que le Sénégal fait partie des pays d'Afrique qui ont été relativement préservés du coronavirus par rapport à d'autres. Mais vu qu'au début, nous avons mis en place des mesures assez strictes avec le confinement partiel, l'état d'urgence, le couvre-feu. Mais cette deuxième vague, nous la vivons vraiment très difficilement. Le Sénégal a franchi la barre des 500 morts. Donc, c'est très compliqué pour nous ces derniers temps. Et donc, on est à nouveau sous couvre-feu à partir de 21h. Alors, comment se fait-il que le couvre-feu, c'est à Dakar et dans quelle autre ville, là, à Thiès, je crois? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est seulement à Dakar et à Thiès. Donc, 21h, couvre-feu. Oui, 21h couvre-feu et à nouveau on met en place des mesures assez strictes. On interdit à nouveau les rassemblements publics, les cérémonies religieuses, que ce soit les fêtes et tout. Donc on évite un maximum de sortir, port du masque obligatoire sous peine de sanctions. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait que... Mais pourquoi? Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi certaines populations se sont énervées, se sont mises en colère face aux dernières mesures, alors que, ces mesures viennent à la suite, justement, de la remontée de la contamination. En fait, je pense que c'est plutôt dû à la pression sociale et économique, d'où le relâchement de l'État d'ailleurs durant cette seconde vague, parce que en fait, ils ont plus succombé à la pression économique et sociale en fait, parce que quand tout est bloqué et que c'est fermé, les populations disent qu'ils ne pourront pas vivre sous le confinement et tout, et que le couvre-feu ne les arrange pas. Donc, vu la situation précaire dont vivent certaines familles, donc voilà. Et des fois, certaines familles se retrouvent écartelées entre mourir du coronavirus ou mourir de faim. Exactement, voilà. Je pense que c'est surtout ça notre problème en Afrique. On n'est pas en mesure de confiner totalement. Oui. Et même quand on est sous couvre-feu, c'est encore très compliqué. Voilà, ok, d'accord. Merci beaucoup, Nogaï. Surtout que nos économies sont pour la plupart dans l'informel. Et l'informel, cela veut dire que chaque matin, monsieur ou madame sort, aller chercher la pitance, et dès l'instant où il y a des mesures drastiques, cette recherche de salaire ne se fait plus et ça crée de grosses difficultés. Est-ce que en Côte d'Ivoire, l'on parle également de cette remontée de la pandémie? Est-ce qu'on en parle, Pulchéry? Bonjour. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour, Georges. Oui, comment ça va? Bonjour à toutes les Georgiennes, ça va super bien. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Ouais. C'est bien que ça aille super bien, malgré les menaces du coronavirus, de la remontée du coronavirus. Ça va. Je sais qu'il y a une phrase qu'on entend souvent à Abidjan quand on interpelle les uns et les autres. Il y en a qui répondent toujours « Oh, on s'en fout du coronavirus ». Et ça, c'est le président de la République qui l'avait dit. Oui, on est à l'image des dits du président de la République. Les Ivoiriens disent que si le président lui-même affirme qu'il s'en fout du corona, donc la population également. Ok, j'espère. Eh bien, ici, tout doucement, oui. J'espère qu'il s'est ressaisi quand même parce qu'il a annoncé qu'en avril. À mon avis, c'était pour juste rigoler, c'était pour. Dire aux gens qu'il faut prendre les mesures barrières au sérieux, qu'il faut respecter tout ce qu'on nous dit de faire. Et puis voilà. Et les populations sont obligées de respecter ces mesures et de savoir que quand c'est chaud, les personnes les plus ordinaires sont dans les plus grandes difficultés. Alors là-bas, parle-t-on de remontée du coronavirus en Côte d'Ivoire? Oui, on en parle, mais la population n'est pas encore, comment dirais-je, on n'a pas encore la conviction. Okay. On n'a pas encore cette conviction-là parce que vous voyez la situation. Oui, vous voyez ici, ce qui fait surtout mal, c'est que longtemps les métiers ont été fermés, les restaurants et tout avait été fermé à cause de cette pandémie-là. Et puis, des mois après, les activités ont commencé à reprendre tout doucement. Donc, ces personnes qui exerçaient ce métier, ce genre de métier-là, commençaient à avoir la foi, commençaient à dire, bon, tout va reprendre à zéro et tout. Et du coup, on retombe encore dans cette remontée-là et c'est vraiment difficile.
Ok. Alors, ce qui fait surtout mal aux Ivoiriens, j'ai pas fini, ce qui fait surtout mal aux Ivoiriens, c'est que pendant la période électorale, pendant les élections, on a vu des tas d'entassements et tout ça. Et un coup encore, on nous dit que de grands rassemblements. Il faut tout refermer à zéro encore. Donc, les Ivoiriens, surtout les personnes dans le métier des arts, sont très, très mécontentes en ce moment. Oui, c'est ce que les populations ne comprennent pas. Quand les politiques veulent se rassembler, eh bien, les rassemblements ont lieu, et même à l'Assemblée nationale, dans les stades, un peu partout. Et puis, un matin, on vous dit non, refermez toutes les portes, refermez toutes les fenêtres. Et ça, c'est pas toujours très facile à accepter et à comprendre. En Côte d'Ivoire, on parle également de plus en plus d'élections législatives. Alors, il y a eu cette élection calamiteuse le 31 octobre 2020 et maintenant on parle, je crois, le 6 ou le 7 mars des législatives. Quelle est l'atmosphère qui prévaut en ce moment? En ce moment, je peux dire que tout se passe bien puisque ces derniers jours, nous avons eu la libération du président Kakou Gikaouye, le chef du PDCI. Donc oui, je pense que pour les législatives, tout doit bien se passer. Nous prions que tout se passe bien comme on le souhaite. Et pour l'instant, tout se passe quand même bien, parce que l'opposition est quand même présente dans la déposition des candidatures. Donc pour l'instant, on met en prière. Hein, Adrienne? L'opposition serait divisée. Comment? L'opposition serait divisée. Il y en a qui veulent partir, d'autres non, à ces législatives. C'est pas un coup de feu qu'on a entendu. Hein. Non, du tout. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. À mon avis, l'opposition, c'est-à-dire tous les partis de l'opposition se mettent ensemble pour former un seul parti, le parti de l'opposition. Ok. Il n'y a pas de discordance parce qu'on nous dit qu'il y en a qui veulent y aller et puis d'autres non. Non. Okay. Pour l'instant, tout va bien. Alors, revenons quand même tout à l'heure sur un sujet que vous avez abordé. Vous avez dit que le secrétaire exécutif du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été libéré. Mais il y a encore d'autres personnes qui se retrouvent en prison, notamment M. Narcisse Ndri, le directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, et cette dame, Mme Balé, qui avait manifesté son mécontentement contre le 3e mandat. Alors pourquoi ces personnes sont maintenues en prison? Oui, et c'est la même question que nous nous posons et nous, je profite de ce bel espace-là, je profite du canal de la Belle TV Radio pour implorer encore les autorités ivoiriennes pour la liberté de ces personnes-là. Moi, pour les vœux 2021, on a eu ici à faire dans notre émission de fin d'année. Oui. C'est ce que je demandais, que cette année soit une année de paix, de réconciliation, que tous ces prisonniers politiques-là retrouvent leur liberté et tout comme ça. C'est sûr que la Côte d'Ivoire sera réconciliée avec elle-même. Ok. Sinon, j'espère que votre appel a été entendu. Pour aller à la paix et à la réconciliation, il faut bien que les prisons se vident des prisonniers politiques. Merci beaucoup, Pulchéry. On se retrouvera tout à l'heure. Permettez-moi. C'est moi, Georges. Et puis, je suis contente de retrouver l'équipe de Ça va chauffer. Ok, d'accord. Et nous aussi, nous sommes contents d'être avec vous et avec notre public. Notre public que nous allons entraîner maintenant, encore une fois, vers l'Italie pour retrouver Adrienne. Oui. Voilà, Adrienne. Vous avez un message pour Carole. Carole qui est en plein CHAN, c'est-à-dire en plein championnat d'Afrique des nations de football. C'est un championnat qui concerne les footballeurs locaux, sans donc les professionnels qui jouent chez vous là-bas, en Italie, en Angleterre, en France, etc. Vous voulez savoir quelque chose concernant ce CHAN? Vous avez en ligne Carole. Carole, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour à toutes les... Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour, Georges. Bonjour à toutes les journées. Ah, mais je vous... Et bonne année encore. Bonjour, Carole. Mais un peu... Je m'attendais à vous voir, Carole, en Lyon, indomptable. Non, mais je ne peux pas faire cette faveur-là aux Lions à prime parce qu'ils ne sont pas en train de nous faire plaisir là. Mais il faut, justement, il faut les supporter. C'est quand on pousse derrière que ça vient.
Non, ils savent que nous, les Camerounais, on sait que c'est lorsqu'on est dos au mur qu'on apporte le meilleur de nous-mêmes. Ah bon, hein? Donc on leur montre déjà que nous sommes en colère et on espère qu'ils entendront nos cris de colère. Je vous laisse en compagnie d'Adrienne. Elle a des petites questions à vous poser. Elle est très loin, mais bon, la technique vous rapproche. Adrienne, Oui. Buongiorno. Come stai? Wow. muy bien. Ok. Bon, nous, on se perd là. Mais voilà, donne-moi des nouvelles. Donne-moi des nouvelles. Parce que je suis un peu coupée du monde. Je ne sais même pas ce qui se passe en ce moment. Des nouvelles de... Alors, il faudra lui expliquer ce que c'est que le Chan. Par rapport au foot. Déjà, on a la bonne nouvelle, c'est que le Chan se passe effectivement depuis le 16 janvier. On avait peur, on avait beaucoup d'appréhension. Ensuite, on disait le Cameroun ne sera pas prêt, les infrastructures sportives ne sont pas prêtes, et tout ça et tout ça. Et surtout que le Chan, c'est la compétition qui réunit les joueurs évoluant sur le continent africain, dont les équipes de première division des pays. Oui. Le Cameroun a un problème ici, on n'a pas de championnat de première division depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que à cause de cette cacophonie qui existe au niveau entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football qui se charge d'organiser le championnat local. Donc les Lions n'ont pas eu assez, les Lions après n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Okay. Heureusement que dans cet imbroglio-là, la Fédération camerounaise de football a vu bon d'organiser un mini-tournoi pré-champ, c'est-à-dire pré-champ pour permettre aux Lions Afrime de se mettre en jambe. De se mettre en jambe. Il y a eu 4 équipes qui participaient à ce tournoi. Il n'y avait pas de coupe, hein. Il n'y avait pas de coupe. C'était une sorte de tournoi d'entraînement pour ceux qui se déroulent au Cameroun depuis le 16. Et le Cameroun ne nous a pas convaincus parce qu'on n'a pas eu plus d'une victoire pendant ce tournoi. Et voilà que les prédictions de l'ancien international camerounais Roger Millard, vous le connaissez. Oui. Les prédictions sont en train de se dessiner et on espère qu'il y aura un retournement de situation pour que les Camerounais, qui est quand même le pays hôte, on ne nous fasse pas honte, qu'on atteigne au moins les quarts de finale qui se jouent à partir de la semaine dans 10 jours à peu près. Dans 10 jours à peu près, ok. Donc on croise les doigts. Ok. Donc on souhaite bonne chance aux Lions. Bonne chance aux Lions. Les Lions du Cameroun. Oui. On espère qu'ils vont faire plaisir à leurs supporters. Mais il faut dire qu'il y a au total combien d'équipes? 16 équipes, hein? Il y a 16 équipes, 4 poules et 4 équipes par poule. Ok, d'accord. Donc ce tournoi a commencé il y a une semaine, n'est-ce pas? Oui. Le 16 janvier, précisément. Le 16 janvier. Ok, et il va s'achever le février, le 7 février. Alors j'ai pris la place d'Adrienne. Adrienne. Oui, vous avez bien fait. Ok, Carole. Adrienne est vraiment perdue, quoi. Moi, je suis vraiment perdue avec nos soucis de coronavirus. Je ne vous dis pas comment est-ce que je. Mais ne vous en faites pas, Adrienne n'est pas aussi déconnectée que cela des réalités du continent africain. En matière de musique, elle est branchée. Et elle nous a suggéré une très belle musique qui va certainement vous faire plaisir, à vous les Georgettes, mais aussi à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Je laisse le soin à Adrienne de l'annoncer. Hein. Comme ça, on sera tous contents quand on va entendre cette musique qui arrive. De quoi s'agit-il, Adrienne? Il s'agit de Kelly Khumalo, une Sud-Africaine qui chante une très belle chanson. D'abord, elle a une très belle voix, une puissance vocale, et elle dénonce un peu, disons,
tous les personnes de mauvaise volonté qui ne peuvent pas accepter le bien d'autrui. Okay, donc voilà. Ok, c'est bien noté. Notre régie a pris bonne note. C'est l'occasion d'oublier le temps de ce morceau, d'oublier un peu le coronavirus, n'est-ce pas, Nogueï, d'oublier un peu au Cameroun les vicissitudes que provoquent les résultats mitigés des lions, et puis de faire en sorte qu'on voit la vie dans d'autres couleurs. Voici donc Kelly Khumalo, une proposition de Adrienne. Voilà, ça c'est la musique qui met tout le monde d'accord. Quand il y a quelques dissonances quelque part, passez ce genre de musique, eh bien vous serez tout de suite d'accord. Merci beaucoup à Adrienne pour cette Je vous en prie. Merci bien. En tout cas, nous avons aimé Impini de Kelly Khumalo. Axel? En fait, son accoutrement, ce qui m'a frappé, c'est son accoutrement. Ça me fait penser à une œuvre d'art ou à une déesse ou à une reine, en fait. C'est très vous joli. Avez entendu ça? Et c'est original. Ok, merci bien. Merci bien. Je crois qu'on peut enfin avoir Sabrina au Ghana, à Accra. Sabrina. Sabrina, je sais qu'on vous a confié une mission délicate de savoir si véritablement il a existé au Ghana un mariage qui a mis aux prises 3 personnes, c'est-à-dire 2 hommes qui ont épousé une femme. Mais on aura le temps de revenir à ça. Sabrina est déconnectée depuis quelques instants. On va revenir à cela tout à l'heure. Elle va nous dire qu'est-ce qui se passe. Elle va nous donner également des précisions concernant les obsèques de ce grand monsieur qui a été Jerry John Rawlins, qui est décédé il y a quelques semaines et dont les obsèques sont en cours en ce moment. Alors, les Georgettes, on va aller dans les sujets de débat. Le premier, il concerne l'éducation. Nous sommes à quelques heures de la journée mondiale de l'éducation. Normalement, ça devrait avoir lieu dimanche, mais pour les besoins de la cause, ça a été reporté à lundi. N'empêche que l'éducation sur le continent africain est une préoccupation majeure. La 3e journée internationale de l'éducation sera commémorée par la communauté internationale le lundi 25 janvier 2021 au lieu du 24 janvier et aura pour thème « Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19 ». L'éducation, comme d'ailleurs tous les domaines d'activité, est fortement touchée par la pandémie du Covid-19. Cette journée a été décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 afin de mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. L'UNESCO appelle d'ailleurs les pays à renforcer leur engagement politique en faveur de l'éducation en tant que force d'inclusion propice à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Il revient aux États et aux gouvernements du monde entier de réfléchir sur les nouvelles politiques éducatives. Pour les pays africains, ce secteur était déjà bien sinistré avant la survenue de la pandémie du coronavirus. Pour les pays africains, surtout ceux du sud du Sahara, relancer et redynamiser l'éducation ressemble à un casse-tête inextricable. Pourquoi? Comment sortir l'école des pays africains de l'impasse? Quelles sont vos propositions, vos réactions au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes dans un pays autre que le Gabon. Vous pouvez également nous joindre par WhatsApp. Voilà, c'est clair et net. Nous revoici dans nos réalités avec en plus le coronavirus. N'oubliez pas que le grand Nelson Mandela a dit que pour mettre un pays à genoux, il faut tout simplement, permettez-moi l'expression, foutre en l'air le système éducatif. Donc, voilà, que tout le monde est interpellé encore une fois. Et on connaît l'état de nos systèmes éducatifs à travers l'Afrique. Pourquoi je dis au pluriel, c'est le même parce que partout, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie, au Togo, au Bénin, un peu partout, eh bien, le système éducatif vit des difficultés.
difficultés terribles. On a l'impression qu'on n'y met pas suffisamment de moyens. Allez, on va faire le tour et on va voir les différentes propositions des Georgettes. À commencer par Dakar, on va commencer par Nogaï. Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce qu'il faut pour que le système éducatif au Sénégal s'améliore? Je pense que l'éducation est quelque chose de très important dans le développement de l'Afrique. Nos plus grands problèmes, c'est l'éducation et la croissance démographique. Il y a beaucoup d'analphabètes en Afrique, mais je pense qu'il serait vraiment temps de commencer à réfléchir en termes de TIC, de s'adapter aux nouvelles technologies. Par exemple, pourquoi pas ne pas pratiquer le e-learning ou bien le M-learning, c'est-à-dire avoir accès aux cours, aux enseignements par les téléphones, les smartphones, ou bien à distance. Je pense qu'il serait vraiment temps de vraiment commencer à penser à ce genre de solution-là. Et là, Nogaï, ça veut dire qu'il faut baisser le coût de la connexion parce qu'il est quand même assez élevé dans pratiquement tous les pays. Oui, parce que malheureusement, la connexion n'est pas accessible à tous. Il faudrait vraiment commencer à réfléchir à la rendre vraiment accessible à tout le monde, surtout pour les élèves de primaire, de secondaire et les étudiants. Je pense que ce serait vraiment une très bonne solution à appliquer. Vous savez aussi que le coronavirus est venu imposer quelque chose. On avait la surcharge dans les classes, des sureffectifs dans les classes. On se demandait même comment les enseignants faisaient. Mais le coronavirus est venu obliger aujourd'hui les dirigeants à faire en sorte que dans les classes, il n'y ait pas foule comme on avait l'habitude de le voir. Mais justement, je pense que le coronavirus a fait ressortir pas mal de lacunes en Afrique que nous avons. Il y a eu pas mal d'experts qui avaient commencé à sortir ce genre de théorie-là, à commencer déjà par le M-learning ou bien le e-learning en ce qui concerne l'éducation. Et avec le corona, on se retrouve à avoir des élèves vraiment plein à craquer au niveau des salles de cours. Et ça, c'est un rassemblement. Si par exemple, on avait accès à l'enseignement à distance, nous n'en sommes pas là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans ces dispositions-là. Ok. Permettez-moi de vous abandonner quelque peu pour continuer mon périple. Je vais me retrouver maintenant à Douala, au Cameroun, en compagnie de Carole. Est-ce que quelque part dans les solutions qu'il faut proposer à nos dirigeants en matière d'éducation, n'y a-t-il pas qu'il faille relever, comment on va dire ça, la valeur qu'on accorde au métier d'enseignant? Carole, Carole a un problème de son. Ah oui, ok. Nous sommes à vous. Alors, est-ce que le métier d'enseignant ne mérite-t-il pas d'être revalorisé quand on parle d'éducation, de valorisation de l'éducation? Bien sûr, parce qu'il y a une problématique ici au Cameroun. Je parle de ce que je sais. Il y a une problématique ici au Cameroun des policiers, les hommes en tenue qui sont mieux payés que les enseignants. Ah bon? La plupart des Camerounais trouvent cela tellement aberrant. Ah ben que ceux qui forment les ministres... Comme on dit, les corps habillés sont contents quand même. Voilà ceux qui forment les hommes en tenue, ceux qui forment ces gouvernants-là, soient les moins lotis en matière de rémunération mensuelle au Cameroun. Et ce qui nous désole un peu, c'est que tous les 5 octobre, lorsqu'il faut célébrer la journée d'enseignants, les politiciens récupèrent un peu la célébration. Donc on voit des pancartes, on ne voit pas les pancartes attendues comme une dénonciation des conditions de vie des enseignants, dénonciation des conditions de leur travail. L'année dernière, l'année Covid-19, nous a montré combien est-ce que les enseignants étaient comment est-ce qu'ils pouvaient misérer, parce que beaucoup se sont convertis dans d'autres métiers, ils sont devenus des commerçants, des vendeurs de tomates au marché, etc. C'est plus rentable. Il n'y avait plus de classe, il n'y avait plus d'école depuis le mois de mars au Cameroun. Donc, les écoles qui avaient déjà perçu, la majorité, pour la majorité de ces écoles-là, qui avaient déjà perçu les scolarités des parents, des élèves, n'ont pas
respecter la rémunération mensuelle de leurs enseignants. Donc, les enseignants n'étaient plus payés. Ils n'étaient plus payés. Pourtant, les écoles avaient perçu en majorité toute la scolarité des enfants sur toute l'année scolaire. Donc, on n'a pas compris comment les enseignants pouvaient être aussi maltraités de la sorte, parce que ce sont des personnes comme nous, ils ont des loyers à payer, ils ont des enfants à nourrir, ils ont, voilà. Et sans eux, il n'y a pas d'école, sans eux, il n'y a pas d'éducation, sans eux, il n'y a pas de culture. Et ce sont eux qui mettent le savoir dans la tête de tout le monde. Et ça, c'est important. Voilà. Ouais. Que voilà. de pouvoir planter ce savoir. C'est comme si tu maltraitais quelqu'un qui te nourrit. Ouais. C'est un peu ça. Ok, alors donc on note la valorisation du métier d'enseignant, on note également... Et qu'ils se valorisent eux-mêmes, parce qu'on ne comprend pas, surtout dans les écoles publiques, oui. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas... Quand tu n'es pas bien payé, eh bien tu cries ton ras-le-bol. C'est pas que tu restes en place et tu développes d'autres activités, comme vendre des cacahuètes à des enfants de 8 ans, les obliger à acheter tes cacahuètes dans la classe parce que tu veux arrondir tes fins de mois. Beaucoup sont devenus des cortiqueuses de pistache, des grains de pistache dans les classes au lieu de faire cours. Bref, il faut que les enseignants aussi arrivent à se valoriser, à se donner de la valeur pour que l'État leur donne cette valeur. En tout cas, c'est très bien. C'est une médaille. Et les enseignants, eux, ils doivent se prendre au sérieux et les autorités doivent apprendre au sérieux les enseignants parce que ce sont les enseignants qui mettent ce savoir dans la tête de chacun des citoyens. Merci beaucoup, Carole. Est-ce que c'est le même problème en Côte d'Ivoire, Pulchéry? Comment faut-il améliorer le système éducatif? On a parlé avec Nogueï d'Internet, d'apprendre à partir d'une connexion Internet. Avec Carole, valoriser le métier d'enseignant et se prendre soi-même quand on est enseignant au sérieux. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? On peut parler par exemple des infrastructures scolaires. Les écoles, on en construit suffisamment en Côte d'Ivoire, Pulchéry? Oui, les écoles, on en construit suffisamment, oui, je suis d'accord avec ça. Mais comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, les problèmes sont les mêmes un peu partout, que ce soit au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons sur le territoire. Et je suis assez bien placée pour vous parler des soucis que subissent les enseignants, comme l'a dit tout à l'heure Carole, parce que je suis moi-même enfant d'enseignant. Voilà. Ok, alors allons-y. Oui, parce que ici en Côte d'Ivoire, par exemple, les enseignants ne sont pas du tout bien traités. Ça, il faut le dire. Tous les jours, on rencontre les grèves. Récemment, il y avait une grève au campus. Oui. Toutes les universités de Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire que les enseignants sont vraiment pas bien traités. Que ce soit les enseignants au primaire comme à l'université. Donc, ce sont des soucis, ce sont des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Ce qui fait que les enseignants, souvent, ils n'ont même pas envie d'enseigner. Et quand ils viennent, toutes ces problèmes-là, ils les déversent sur les élèves et les étudiants. Les pauvres élèves, hein? Oui, les pauvres élèves. Les pauvres étudiants aussi, comme nous, on subit. Donc, les grèves et les mécontentements par-ci, par-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'éducation, c'est la base. Parce que c'est à l'école qu'on apprend, c'est à l'école qu'on s'instruit, qu'on a le temps de se cultiver, tout ça. Donc, il faudrait que les gouvernements, les hommes d'État, il faut qu'ils investissent beaucoup dans ce domaine de l'éducation. Il faut investir dans l'éducation. Merci beaucoup. Je reviens ici sur notre plateau central en compagnie d'Axel. Le problème donc des enseignants est réel. Celui des infrastructures est aussi réel. Il faut construire des écoles. J'insiste là-dessus. Exactement. Et en fait, ça me fait penser à d'autres continents. On les envie quand on voit dans les films et dans les séries comment les établissements sont tellement bien faits, comment en fait tout est propre, tout est nickel en fait, tout se développe. Oui. Ici, on ne construit pas assez d'établissements, où les établissements sont délabrés. Il y a des gens qui sont obligés d'apprendre dans les stades. Dans les stades, les lycées, voilà, les stades, c'est des aires de jeu. Exactement. Mais, oui. Qui deviennent des établissements de fortune, des lycées, dans des écoles primaires qui sont transformées en lycées parce qu'il n'y a pas assez. Pourtant, il y a des budgets qui sont votés, alloués chaque année. Ça, c'est vraiment triste en fait. Et aussi,
je vais ajouter que je pense que la loi aussi doit sévir, que l'enseignement aussi soit pris au sérieux au niveau de la loi, qu'on vote des lois qui soient vraiment prises au sérieux pour protéger et l'enseignant et l'enseigner en fait. Ok, donc il n'y a pas que les gouvernements, il y a aussi les députés, les représentants du peuple. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, certains d'autres on ne peut pas parler ici. Mais il y a un réel problème en fait et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se plaignent de la jeunesse, la violence, la drogue, mais je pense aussi que ça vient aussi de l'enseignement. Dont le système éducatif est organisé. Et aussi, on va aussi ajouter la famille bien évidemment, mais au niveau de l'enseignement aussi joue un rôle important dans la dérive de la jeunesse. Bien sûr. Donc, messieurs les gouvernants, ça c'est habituel, hein, vous êtes toujours interpellés, mais vous les députés, vous qui décidez des lois, eh bien faites en sorte que au système éducatif soient alloués des budgets conséquents. Sinon, eh bien, regardez ce qui se passe dans nos différents pays. L'école va à volo. Est-ce que nous avons des interlocuteurs au niveau du téléphone? Je voudrais rappeler notre numéro de téléphone. C'est le plus 241 74 55 11 02. Vous pouvez nous appeler et intervenir en direct dans cette émission. Notre débat actuel, c'est la valorisation de l'éducation. N'oubliez pas que lundi va être célébrée la journée mondiale de l'éducation. C'est l'occasion, certes, de tenir compte du coronavirus, mais aussi de faire en sorte que, eh bien, ce système, depuis longtemps, qui est en difficulté, connaisse des débuts de solutions. Alors, quand vous avez entendu tout cela, Adrienne, vous qui êtes de l'autre côté, détaché un peu des réalités, qu'est-ce que vous en dites? Le système éducatif, qui n'était pas aussi mauvais il y a un certain nombre d'années, eh bien, qui a pris beaucoup de coups, qui s'est fortement dégradé. Quelles sont vos propositions? Moi, je pense qu'il faut quand même relever un certain nombre de défis au niveau du continent africain. Vous savez qu'avec nos gouvernements qui, au lieu de procéder à des financements, ils préfèrent la corruption. Mais voilà, malheureusement. Oui, justement. Vous faites bien de parler de ça parce qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, à Dakar, a eu lieu un grand rassemblement des chefs d'État africains pour voir comment financer l'éducation. Et le président ghanéen Nana Akufo-Addo a dit à ses pairs, eh bien, messieurs, si nous arrêtons d'être corrompus, nous allons dégager suffisamment d'argent pour financer nous-mêmes nos systèmes éducatifs. Et vous avez raison donc, Adrienne, de le relever. Oui, c'est pour ça. Et donc, voilà, il faut aussi, parce que vous voyez la pauvreté dans certaines parties, certaines régions de l'Afrique, par exemple le Sahel et tout ça, et les différentes guerres et les conditions climatiques aussi, les migrations. Donc, il y a tout ce problème-là qu'il faut d'abord résoudre et puis permettre à tous les enfants de pouvoir profiter de l'éducation pour avoir un avenir prometteur. Et puis, voilà, et, comme je dis, à part la corruption et tout ça, il y a des organisations aussi qu'il faut créer peut-être beaucoup de centres d'apprentissage parce que pour ceux qui n'ont pas peut-être les moyens de poursuivre les études, parce que peut-être quand on va au secondaire, au supérieur, universitaire, tout supérieur, peut-être que il faut beaucoup d'argent, il faut investir beaucoup d'argent aussi, et donc permettre à ceux qui ne peuvent pas peut-être continuer de rentrer dans des centres professionnels, commencer à apprendre un métier, et puis pourquoi pas permettre aussi de faire beaucoup de stages, de leur donner déjà l'opportunité de maîtriser peut-être ce qu'ils ont appris, et peut-être de cette manière-là, il y aura moins d'oisiveté et des jeunes gens qui vont traîner à la rue. Okay. C'est comme ça que je vois les choses. Merci bien. Et vous avez bien fait également de parler de terrorisme, parce que le terrorisme recrute les jeunes gens, et des jeunes gens qui sont oisifs, donc qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas d'activité professionnelle. Parce que je pensais aux jeunes filles, là, Boko Haram, qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces femmes-là. Beaucoup de points d'interrogation. L'avenir a été bâclé comme ça, voilà. Oui, et donc faites en sorte qu'en relevant le niveau du système éducatif, vous ne savez pas, vous réglez de nombreux problèmes. Et pour marquer le coup, nous vous proposons un autre élément de variété musicale. C'est une association d'artistes africains qui parle de
de l'éducation. Donc, il faut s'engager dans l'éducation. Et le titre de ce morceau, c'est Savoir, avec en lead le groupe Magic System. Voilà. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose à cela? En tout cas, merci beaucoup au groupe Magic System qui était entouré d'un certain nombre d'autres artistes pour montrer que le savoir, c'est important. Pour l'acquérir, ça passe par des écoles. Et les écoles, il faut les construire. Et à l'intérieur des écoles, il faut avoir des élèves bien installés et des enseignants dont le métier est bel et bien reconnu. Nous continuons notre périple. N'oubliez pas que Ça va chauffer est un menu pour bien vous faire démarrer le week-end. Et maintenant, nous allons vous donner quelques repères grâce à une autre Georgette qui n'est pas sur ce plateau aujourd'hui. Des repères culturels, c'est notre rubrique Le Zigzag culturel, mais attention, qui va être enchaîné sur une série de gags. Cette semaine, découvrez Mais je suis, le nouveau chef-d'œuvre de la chanteuse gabonaise Tita Nzebi. Bien que rédigé par une chanteuse, ce livre ne parle pas de musique. L'auteur livre cependant le témoignage, la connaissance intime d'une réalité vécue et l'analyse assez approfondie des faits linguistiques, historiques, éducatifs, éthiques et anthropologiques. Ce roman est paru aux éditions The Book Edition en France et est disponible à Libreville au Gabon. La convention partenariat signée entre le groupe audiovisuel Label TV et le réalisateur-producteur Jérémy Choua, responsable de Choua Productions en décembre 2020, va devenir effective avec la diffusion dans quelques jours des films et séries de cette maison de production sur Label TV. La 18e édition du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt 2021 n'aura pas lieu en présentiel au cinéma Le César comme prévu, suite aux nouvelles annonces du gouvernement repoussant l'ouverture des lieux culturels. Cependant, l'événement se fera en ligne et sera 100% gratuit du 22 au 28 janvier 2021 au Pays d'Apt en France. À suivre, le documentaire Jamaica Black Mother du réalisateur et photographe jamaïcain Khalil Allah. Ce film de 74 minutes met en lumière les voix et les visages d'hommes et femmes en proie aux difficultés, de femmes vaillantes, de prostituées de Kingston et de leurs clients, ou encore celui d'une impériale humilité de son grand-père, ecclésiastique éminent. Le cinéaste remonte le cours des origines pour sonder les identités, les représentations et les filiations. C'est tout pour ces zigzags culturels. À la semaine prochaine. Game over.
Ok, je prends mon air le plus sérieux pour continuer cette émission parce que nous avons vu des situations terribles. En tout cas, il faut tirer les leçons, il faut regarder tout droit devant vous quand vous marchez. Il faut laisser Trump tranquille maintenant. Il a lâché l'Amérique et le monde entier. Maintenant, il y a un autre locataire à la Maison-Blanche qui s'appelle Joe Biden. En tout cas, une série de gags montés pour vous par Axel. J'espère que cela vous a fait plaisir. Et nous continuons maintenant pour vous proposer la Palme d'Or, c'est-à-dire la méritocratie. Vous savez que nous célébrons le mérite dans cette émission. Et aujourd'hui, eh bien, tout à l'heure nous en parlions, le CHAN a lieu en ce moment au Cameroun. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations de football avec les footballeurs locaux. Et pour jouer au football, il faut, c'est vrai, des joueurs, il faut des ballons, il faut un certain nombre d'équipements et de personnes, mais il faut aussi et surtout des stades. Et le Cameroun nous donne un bel exemple de construction ou de rénovation de stades. Cette semaine, la Palme d'Or de la méritocratie est attribuée au Cameroun pour avoir mis à la disposition de l'Afrique 4 magnifiques stades pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football, édition 2021. Le premier stade est celui de Japoma, qui est l'un des 2 nouveaux stades construits pour le CHAN 2021 et la CAN 2021. Il est situé dans la ville de Douala et peut accueillir 50 000 personnes. Les matchs du groupe B sont disputés dans ce stade. Le deuxième stade est celui qui porte le nom de l'ancien président Amadou Ahidjo. Ce stade a été rénové. Il est dans la ville de Yaoundé, peut recevoir 40 000 personnes et accueille les matchs du groupe A. Puis vient le stade de Limbé, fraîchement construit. Il est situé dans la partie anglophone du Cameroun. Il peut accueillir 20 000 personnes et est prévu pour les matchs du groupe D. Enfin, le stade de la réunification. Ce stade est le deuxième stade de Douala. Il a une capacité de 40 000 places et prend en charge les matchs du groupe C. Quand on sait que le Cameroun avait été dessaisi de l'organisation de la CAN 2019 pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que ses infrastructures n'étaient pas disponibles, il y a de quoi crier un grand bravo au Cameroun pour son labeur et sa détermination. Alors félicitations au Cameroun, bravo pour ces magnifiques stades. Merci, bravo. Carole est-elle en ligne? Carole? Oui. Ok, alors je sais que vous n'êtes pas très contente en ce moment des lions locaux, mais vous êtes peut-être fière d'avoir ces stades. Oui, on avait dans une autre minute CHAN 2021 sur la belle télévision les avis de certaines personnalités, certains Camerounais sur ces stades-là. Et il y a quelqu'un qui m'a quand même une réaction qui m'a un peu secouée. C'est un Camerounais qui reconnaît que nous sommes un peu très souvent... on ne donne pas le bon Dieu à l'État du Cameroun comme ça sans confession. On est très douteux par rapport aux faits et gestes du gouvernement camerounais et on ne s'attendait pas à avoir ce type de stade. Beaucoup de personnes se disent que le Cameroun a quand même mis beaucoup d'argent là-dessus, mais le résultat est juste waouh, c'est tout le monde, même le président de la FIFA, qui avait été reçu par le président de la République la veille du début du championnat, était subjugué. Il y a même eu une rumeur après la cérémonie d'ouverture que vous pouvez voir là. Puis
une rumeur qui disait que après le deuxième match qui a eu lieu au stade de Japoma dimanche, le 17 janvier, que le stade de Japoma, vous l'avez entendu dans le reportage de Axel, 50 000 places étaient rentrées dans le top 10 des stades FIFA de 2020. Ouais. C'est une rumeur, hein, c'est nulle part encore vérifié. Parce que tout le monde, je ne sais pas si on peut écouter Martin Kamumim, le commentateur des matchs du Mondialé 2020, qui est en train de s'exprimer là. On va voir un peu. Notre régie va nous y aider. On y va. On y va. Sur 2020, la surprise était générale et agréable. J'ai été dans beaucoup de stades au monde, au Camp Nou, à Stamford Bridge, au Parc des Princes, à Santiago Bernabéu. J'ai vu beaucoup de choses. Je dois reconnaître que quand on entre ici à Japoma, on est fier de dire qu'il y a enfin un stade au Cameroun. Un stade d'un certain niveau, un stade digne de ce nom, parce qu'il est très beau, parce qu'il est très grand, parce qu'il est au-dessus même de cette compétition. Bref, c'est un stade aux normes ultra international. C'est vrai que notre mentalité de Camerounais ne s'attendait pas à ça. Mais je vais dire, c'est un grand pas. C'était bien. Le stade de Japoma, beaucoup c'est vrai ne sont pas allés sur place, mais avant l'ouverture, j'ai eu la chance de faire un tour là-bas. C'est joli. Je crois que pour moi c'est le meilleur, c'est même l'un des meilleurs stades du monde. C'est très beau. Moi particulièrement je ne croyais pas. Nous avons les plus beaux stades de la planète Terre, si je peux le dire. Wow. Ok. Alors ça, vous voyez, on a le sourire d'une oreille à l'autre, hein, et nous sommes donc contents. On va prendre l'avis de Adrienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, pour une fois, tout le monde est content. On reconnaît. Oui, j'ai été très ravie et je suis même allée fouiner un peu. Ma joie, mon bonheur, il est classé 10e avant le Stade de France, qui est à la 16e place. Bravo. Donc là, vous comprenez que je suis heureuse. On peut faire ça. Hein? Ben voilà. On peut monter les épaules. Hein? On peut monter les épaules. Et c'est ça qu'on attend. Nogueï, qu'est-ce que vous en dites, Nogueï? C'est magnifique stade au Cameroun. Je vais faire un peu ma rabat-joie. Je trouve que... faut pas rabattre mon joie. Oh non. Ok, allez-y. En fait, je salue l'initiative. C'est une réalisation vraiment à féliciter. C'est une fierté, je trouve. Mais moi, je me dis que si le gouvernement du Cameroun est capable d'effectuer une réalisation comme ça, il serait vraiment capable de restaurer, comme par exemple, on vient de parler de l'éducation. De restaurer les écoles. Un bon système éducatif pour pouvoir vraiment améliorer l'éducation, favoriser la création d'emplois, entre autres. Merci. Mais je salue quand même l'initiative. C'est une réalisation. D'accord. Ok. Georges, si vous me permettez, allez-y. Après le dernier intervenant, là, il y avait un prochain intervenant qui est le compatriote de Nogueï, le Sénégalais. Si on pouvait écouter ce qu'il avait à dire par rapport à ce stade-là, je pense que Nogueï irait se cacher dans un petit trou et il resterait jusqu'à la fin du chant. Ok, bon, attendez. Mon compatriote est en train de s'exprimer juste après celui qu'on a vu. Okay. Après cela, vraiment, elle irait se cacher dans un trou et sortir seulement après le chant 2020. Alors, est-ce que Silla qui réalise cette émission, c'est possible d'avoir que le dernier, hein, le dernier là qui s'exprime. Le tout dernier. Alors, on l'a. C'est moi. Les stades sont beaux. Joli, c'est joli. Tout le monde rêve d'avoir les gens des stades chez lui. Particulièrement moi, le Sénégalais là. Je suis jaloux, je veux aussi avoir ça chez moi. Les 4 stades du Champ 2020 sont le stade Omnisport de Yaoundé,
Non, c'est pas sénégalais, je refuse. Ok, c'est bien compris. Mais en même temps, on prend en compte la remarque de Nogueï. Si on peut construire ces magnifiques stades, eh bien, c'est qu'on peut construire également de très belles écoles et on peut également donner les moyens au système éducatif. Alors, Pulchéry, je ne prendrai pas votre avis. Je sais qu'il est le même que celui de Carole et d'Adrienne, n'est-ce pas? Rapidement. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ce sont des gestes à féliciter. On est tous contents, on est tous ravis. Et on a applaudi. Alors, Carole, dites-nous, c'est quoi, quand on dit yang yang, ça veut dire quoi? Axel veut déjà. Comment on dit? Yang yang. Ça veut dire propre. Ça veut dire net. Propre. C'est un doigt là? En tache, vierge. Ok, c'est pour ça que nous avons choisi un morceau dont le titre est Yang Yang, et c'est un morceau intitulé Yang Yang, avec comme interprète Magasco et Lady Ponce, donc Yang Yang pour saluer ces magnifiques stades au Cameroun. Voilà, tout le monde est content. Quand c'est bien, on le salue et on dit bravo, on dit félicitations et on gonfle les épaules, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il faut faire dans tous les domaines. Vous n'avez pas le choix, autorité du Cameroun. Même si on a ces stades-là, on vous applaudit, mais il faut continuer dans tous les autres domaines. Et c'est la même chose, le même discours que nous adressons à toutes les autorités de ce continent, des pays africains, qu'on soit au Togo, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, au Niger, au Gabon, au Congo, en RDC, en tout cas, tous ces pays, doivent avoir des autorités qui nous permettraient de dire yang yang. Voilà. Pour dire encore une fois merci au Cameroun d'avoir offert ces stades. Et puis, si vous le voulez bien, les Georgettes, Nogueï, Pulchéry, Carole, Adrienne et Axel, nous allons entrer dans un sujet qui va déclencher un débat et nous attendons là aussi que nos auditeurs et nos téléspectateurs réagissent au plus 241 74 55 11 02. Voici un monsieur qui a été condamné parce que tout simplement il n'a pas fait suffisamment l'amour à sa femme. De quoi s'agit-il? Suivez ce sujet. Une affaire pour le moins surprenante s'est déroulée en mai dernier à Nice, en France. Un homme de 51 ans a été condamné au divorce à ses dépens et à 10 000 € d'amende et de dommages et intérêts à son ancienne épouse pour avoir manqué à son devoir conjugal. Sachez en effet que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la sentence en faveur de la plaignante au motif que l'homme n'a pas suffisamment fait l'amour à sa femme durant leurs 21 ans de mariage. Cette dernière a donc subi un préjudice de la part de son ex-époux. En dépit des explications de l'homme qui souligne que les relations s'étaient espacées au fil du temps en raison de la fatigue chronique due au travail ainsi que les problèmes de santé, la Cour n'a pas été convaincue. Si la décision de la justice semble étonnante, elle s'appuie pourtant bel et bien sur le Code civil français. La loi dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, ce qui implique la pratique des relations sexuelles. Mais à quel rythme? C'est-à-dire à combien d'actes par jour, par semaine ou par mois? Question sans réponse semble-t-il, ce qui rend ce cas de divorce assorti d'une amende plutôt exceptionnelle. Vous les Georgettes et vous chers téléspectateurs et auditeurs, que pensez-vous de cette affaire? Vos réactions au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes dans un pays autre que le Gabon. Où est-ce que Zita est allée trouver ce sujet-là? Bon, allez, on y va. Axel, quelles sont vos réactions? Bon, je pense que dans un couple, il faut le premier truc, c'est la communication. Et les deux doivent communiquer ensemble pour savoir quelle est la bonne fréquence. Le monsieur dit avec le temps, les choses se sont distendues. En fait, ce n'est pas une raison. Je pense que si la femme en parle, parce qu'on sait que généralement, c'est plutôt l'homme qui est beaucoup plus... Ah bon? Oui, généralement. Comment vous le savez? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Oui. On sait qui? La société, les études, etc., etc. Donc, je pense que c'était vraiment très rare. Et ça sous-entend peut-être que l'homme la trompait, qu'il ne l'aimait plus, etc. En fait, ce genre de choses.
Oh, il a déjà une amende sur la tête. Donc si elle se plaint, c'est que, en fait, elle était négligée. C'était une femme négligée. Elle était dans le mariage, mariée pendant plus de 20 ans. Mais c'était une femme négligée. Et le monsieur n'était-il pas négligé? Mais justement, il aurait dû en parler à son épouse. Mais elle aussi, elle aurait dû en parler à son époux. Je suis sûre qu'elle en parlait. Si elle allait jusqu'au tribunal, pas sûr que lui, il en parlait. C'est que le monsieur, il s'en fichait royalement. Oh, pauvres hommes. Alors, allons-y, Nogaï, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez entendu le commentaire dur pour les hommes d'Axel. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Nogaï? En fait, je ne sais vraiment pas quoi dire, en fait, parce que c'est vrai qu'en Afrique, je ne pense pas qu'on irait jusque-là, mais en fait, dans le sens où les relations intimes, je pense que c'est une obligation, un devoir. Oui, c'est un devoir. Après, voilà, donc c'est normal qu'il y ait sanction dans ce sens-là. Après, et qu'on aille jusqu'à le condamner. Oui. Oui. C'est un devoir. Et les femmes, on ne les condamne pas. Parce que Axel a dit quelque chose quand même. Habituellement, c'est les hommes qui ont un appétit, mais là, on ne condamne pas les femmes. En fait, je pense que non, on devrait condamner les femmes aussi, parce que c'est une obligation mutuelle. Ok. Ça va dans les deux sens. Donc. C'est bien noté. Ok. Pulchéri, qu'est-ce que vous en dites? Pulchéri, bon, on ne dira pas yang avec Pulchéri. Allons-y en Italie avec Adrienne. Oui. Bon, moi, je me suis posé une petite question. La juridiction a soutenu cette dame-là sans lui demander à quel niveau elle portait ses attentes sexuelles, combien de fois elle voulait tous les jours. Mais ce sont les questions que nous, on a posées dans voilà, non, moi, je voulais savoir, parce que bon, aussitôt, ils ont condamné son mari et elle, peut-être que c'était elle qui était un peu trop exigeante. Mais Axel a condamné le monsieur 10 fois aussi, hein. Moi, je le condamne, mais pas trop, mais parce que je me dis peut-être que aussi, est-ce qu'ils ont eu des enfants, est-ce qu'elle s'est laissée aller, peut-être qu'elle n'était plus désirable. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait plus. C'est important de rester désirable. Ben oui. Moi, je le dis toujours, parce que même quand les années passent, tout, dans le mariage, c'est vrai que la passion finit par s'effriter un peu, mais il faut toujours agrémenter, il faut toujours avoir un look quand même un peu assez... Assez? Vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Assez quoi? Assez quoi? Quelque chose de très appétissant qui fait que moi, le monsieur a toujours envie, quoi. Voilà. Il ne faut pas rester, entre guillemets, débraillé. Il faut peut-être soigner sa coiffure et tout, même si après les naissances, le corps change et tout, il faut quand même adopter un autre style, quelque chose qui fait que bon, voilà, on a toujours envie, et puis bon, voilà, on se désire, quoi. Moi, et je me dis que désormais, dans les contrats de mariage aussi, peut-être qu'il faut des articles qui vont régir, comment on appelle, réglementer ça. Ça dit si c'est 7 fois 7, comme ça on sait, le monsieur sait comment s'organiser. Donc, il faut déterminer le nombre. Hein. D'accord. Carole, qu'est-ce que vous en dites? On va quitter le foot, on va quitter le yang du foot, des stades, et on vient dans ce décor-là. Un monsieur qui est condamné parce qu'il ne faisait pas suffisamment l'amour à sa femme. Quelle est cette histoire? Carole? Je vais rebondir sur ce que disait Adrienne, avec le mariage, avec le temps qui passe. Non, on a déjà oublié ce qu'a dit Adrienne. On attend ce que va dire Carole. Mais moi, je dis, il y a beaucoup d'hommes immatures dans ce monde. Oh, pour les pauvres hommes. Parce que vous dites que c'est la femme de cette tutelle. Donc, on s'attend à ce que c'est elle qui ait des petits dépôts dans le mariage, qui fassent preuve d'immaturité, mais de plus en plus, les hommes font preuve d'immaturité. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas prêts pour le mariage, mais qui vont quand même se marier. Ah bon? Parce que l'âge fait que, voilà, ils ont besoin d'enfants, ils vieillissent. Là aussi. D'autres cherchent le mariage parce qu'ils ont eu un poste quelque part qui demande à ce qu'ils se responsabilisent. Pourtant, ils ne sont pas prêts pour le mariage. Vous ne pouvez pas bouder votre femme, si elle vous demande chaque jour les rapports sexuels. Il faut le faire. Il faut le faire. Si c'est 3 fois par jour, vous la connaissiez avant le mariage. Donc elle dit elle est nymphomane, c'est 3 fois par jour, mais vous le faites.
Mais habituellement, Carole, ce sont les femmes qui se plaignent des hommes qui seraient débordants d'énergie dans ce domaine. Oui, parce que moi, quand la femme se plaint, vraiment, moi, je suis une femme, je ne dis pas que c'est le féminisme, mais quand la femme se plaint, c'est souvent avec raison, parce qu'elle travaille, elle rentre, elle doit faire à manger, elle doit s'occuper des enfants le soir, elle doit faire à manger pour le mari. Mais le mari, dans ce cas-là, elle est fatiguée. Carole, dans ce cas-là, le mari dit il y a eu distanciation avec le temps, avec... Vous, quand vous prenez vos bédaines, vos gros ventres là avec l'alcool, est-ce qu'on vous refuse au lit? Est-ce qu'on vous refuse au lit? Pourquoi nous, quand nous changeons, nous prenons du poids et tout ça à cause des accouchements, vous dites que nous ne sommes plus désirables? Est-ce que vous avez vos calvities, vos qui sortent là, vos bédaines, les gros ventres et tout ça, on vous supporte dans le lit? On vous supporte, une femme n'a jamais dit à son mari, tu n'es plus désirable. Merci, Carole. Tous les hommes, merci. Vous êtes toujours, parce que la femme a pris du poids à cause des accouchements et tout ça, le temps passé, vous dites qu'on n'est pas... Est-ce que nous, on s'est plaint de vos gros ventres là, vos haleines et tout ça? Carole, vous avez terminé. Merci, Carole. Merci, Carole. On est... Les pantalons ne vous suffisent plus, vous ne pouvez plus marcher normalement. Est-ce qu'on s'est... Pardon. On est presque content de ne pas avoir Pulchérie. Pulchérie, elle est là, parce que ça allait mettre encore une couche. Bon, Pulchérie, je sais que ça allait être ça allait être la même chose. Merci, Carole. Réciproque, prenez soin de vos ventres et de vos corps. Parce qu'à un moment, on n'a plus envie de vous au lit. On n'a plus envie de vous au lit, mais on le fait quand même, on supporte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Supportez aussi. C'est sûr. C'est pas facile de supporter 5 kilos de ventre sur le corps tous les soirs. Merci beaucoup. Cette émission est en train de s'achever. Merci beaucoup à Carole, à Douala au Cameroun. Merci beaucoup à Nogueil à Dakar au Sénégal. Merci beaucoup à Pulchérie en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Sabrina qu'on n'a pas pu avoir. Merci beaucoup à vous, Adrienne, à Milan en Italie. Et merci aussi à vous, Axel. Vous n'avez pas été tendre avec les hommes, mais bon, nous acceptons vos coups durs et nous allons enfoncer le clou avec une chanteuse qui s'appelle Chanel. C'est avec elle que nous allons boucler cette émission et elle ne dit pas autre chose, elle dit « Je veux faire l'amour ». Merci beaucoup d'être restés en notre compagnie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous les Georgettes. Bon week-end et à la semaine prochaine. Je ne suis pas une fille qui a froid.